Bonjour, ils entrent dans ce studio, 2 têtes de liste. Oh, bonjour, enchanté, Nathalie Arthaud, bonjour, Éric Chauprade. Deux candidats, 2 têtes de liste pour la région Île-de-France pour donc les élections européennes. Je ne sais pas si vous avez pu ou si vous avez regardé le débat hier. Donc le premier débat avec les 5 favoris pour la présidence de la Commission européenne. Alors il n'y avait ni représentant de la droite, je ne sais pas comment vous dites, souverainiste, bon, d'autres disent extrême droite, ni de lutte ouvrière. Mais donc le débat qui a porté notamment autour de l'austérité et autour aussi d'une Europe plus démocratique. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Écoutez, moi ce que j'ai retenu, c'est très simple, c'est le diagnostic commun de tous les participants, de tous les candidats sur l'échec de l'Union européenne. Et ça, c'est frappant parce qu'il s'agissait de représentants, au fond, d'un système qu'ils ont validé depuis le départ. Tous étaient absolument d'accord sur une chose, l'échec. Ils n'ont parlé que d'échec, d'aucune réalisation. Et ils ont assumé, notamment Jean-Claude Juncker ou Verhofstadt, ils ont assumé une politique d'assainissement des finances publiques. Alors, bien sûr, il y avait des nuances entre Verhofstadt, Juncker ou Schulz et les autres candidats, bien sûr. Il y avait des nuances, mais encore une fois, le point commun, c'était l'échec. C'est-à-dire que personne se reconnaît dans l'œuvre qu'il a construite. C'est quand même assez extraordinaire. La deuxième chose, moi, qui m'a frappé, c'est qu'il y avait justement aucun diagnostic, aucune analyse plutôt des causes de cet échec. Et les causes, ce sont les traités qu'ils ont validés, qu'ils ont encouragés et accélérés même les uns après les autres. On avait l'impression que cet échec venait de nulle part, qui tombait du ciel. Nathalie Arthaud. Moi, je n'ai pas regardé le débat. Donc, voilà. Voyez-vous, c'est clair. Pourquoi ça vous intéressait pas ? Vous aviez d'autres engagements ? Bon, d'autres engagements. Et puis, dans tous les cas, je ne pense pas que les intérêts des travailleurs puissent passer par ces institutions européennes. Ça, c'est clair. Depuis le début, ce qu'ils ont construit, c'est l'Europe des marchands. Ça a été vraiment... D'ailleurs, c'est la marque de fabrique de l'Europe. On a commencé par la communauté économique du charbon et de l'acier, ensuite la CEE. Bon. Et puis, regardez comment, en 60 ans de construction européenne, ils n'ont même pas été capables de mettre en place un SMIC européen. Alors, c'est quand même dire qu'ils se moquent vraiment des intérêts des travailleurs. Même si ça a été évoqué hier. Vous vous rendez compte ? Au bout de 60 ans. Mais c'est évoqué à chaque campagne électorale, C'est pas nouveau. Parce que si vous voulez, ce genre de promesses, justement, c'est bon pour les campagnes électorales, mais ça n'engage jamais à rien. Ceci dit, donc moi je pense qu'effectivement les travailleurs n'ont rien à attendre de l'Europe, que l'Europe elle est à l'image de la société capitaliste, qu'elle est inégalitaire, qu'elle est injuste. Voilà. Mais je ne partage absolument pas le point de vue du Front National, parce que moi je crois pas que le repli dans les frontières nationales rende le capitalisme meilleur ou rende l'exploitation meilleure. Donc là-dessus, on est complètement opposés. Vous êtes dans la logique, vous réduisez au fond l'histoire et l'interprétation de l'histoire à la lutte des classes. Donc on connaît votre logiciel. Le problème, c'est que quand vous opposez les patrons et les ouvriers, vous devriez plutôt opposer la finance mondialisée qui, comme vous l'avez fort justement dit, commande cette Union européenne, commande ces commissaires européens, au reste des travailleurs qui sont aussi les entrepreneurs. Bien sûr, les ouvriers, les employés de la fonction publique, mais aussi les entrepreneurs. Car tous, ils sont victimes de l'asservissement des économies nationales à cette finance mondialisée qui commande la logique des traités, la logique des commissaires européens. Donc moi, je ne me reconnais pas dans l'analyse que vous faites, qui est en fait une fausse analyse de la question sociale. Parce qu'aujourd'hui, si vous luttiez pour la justice sociale, vous devriez critiquer uniquement cette élite mondialisée qui a fait cette Europe et qui l'a mise à son service au détriment des travailleurs. Justement, on va voir. Parlons clair. D'une part, pensez-vous qu'il faille à l'un et à l'autre, je commence par Nathalie Arthaud, sortir de l'euro, et plus généralement, qu'est-ce que l'on fait de l'Europe ? Qu'est-ce que la France, dans quel sens la France doit pousser en Europe ? Est-ce qu'elle doit même éventuellement sortir de l'Europe ? Quel est votre programme, vos propositions ? Moi, je pense que tous ceux, et le Front National en fait partie, évidemment, et c'est même lui qui crie le plus fort contre l'Europe. Tous ceux qui opposent l'Europe et la France le font pour ne pas parler justement du patronat qui tire les ficelles. Tous ceux qui opposent
l'euro au franc, le patronat fond pour ne pas On écoute. avoir à parler des niveaux des salaires et du fait qu'ils sont insuffisants et du fait qu'on n'arrive plus à vivre aujourd'hui avec ces salaires qui sont versés en France mais dans tous les pays d'Europe. Voilà, tous ceux qui opposent la Commission de Bruxelles à la France et à l'État français, eh bien le font pour masquer C'est-à-dire que c'est cette dictature, cette puissance de l'argent qui pèse. C'est le problème effectivement du diktat du grand capital. Non, mais je repose ma question. La France doit-elle rester dans la zone euro? Doit-elle rester en Europe? Ou doit-elle sortir Non. de l'un ou de l'autre ou de l'un et de l'autre? Autrement dit, ce que nous pensons, nous, à Lutte ouvrière, c'est que il faut que nous sortions du capitalisme et que c'est pas une question de délimitation. Donc le débat n'est pas celui de l'Europe? Non, le débat n'est pas celui de l'Europe. Et effectivement, on a beaucoup de différences. Et en particulier, la différence, c'est que nous sommes internationalistes parce que, justement, le chômage, les bas salaires, l'exploitation, eh bien, nous sommes révoltés de cela. Dans tous les pays, que ce soit, voilà, pas seulement pour les travailleurs français, mais pour tous les travailleurs du monde. Madame Artaud, l'exploitation, vous la favorisez en favorisant l'immigration, parce que en laissant l'immigration, en ne régulant pas l'immigration, vous permettez une pression sociale insupportable sur les travailleurs français, sur les travailleurs allemands, sur les travailleurs anglais, etc. Donc il y a quelque chose qui est illogique. Je comprends votre préoccupation, c'est une préoccupation sociale et nous la partageons. Le problème, c'est que nous ne faisons pas du tout la même analyse. Nous pensons rien du tout. Nous pensons que l'État-nation est la meilleure façon de protéger les travailleurs, l'économie. Et les travailleurs, ce sont aussi les entrepreneurs. Parce que qui crée l'emploi si ce n'est le patron? Nous, ce qui nous préoccupe, c'est le problème de la primauté de la finance et de la banque sur l'économie réelle. C'est ça le problème. Mais vous voyez, je tiens quand même à répondre. Parce que vous voyez, c'est ce que j'allais dire sur l'immigration. Donc clairement, voilà, il vous dit l'un des dangers pour les salariés français, c'est l'immigration. Bien, vous voyez, là, vous faites la démonstration que finalement vous exonérez le patronat et que vous êtes en fait du même monde et que vous le défendez. Parce que quand vous dites que c'est l'immigration qui pèse sur les salaires, vous omettez quand même de dire que c'est quand même les patrons, que c'est Bouygues et compagnie qui veulent exploiter la misère ouvrière, les différences, les oppositions, les multinationales. Ce ne sont pas tous les patrons. Je peux. Allez, je vous en prie. Vous avez vu, je vous ai laissé développer. Moi, je trouve même ça révoltant de dire que c'est de la faute des immigrés qu'il y ait des bas salaires. C'est de la faute de ceux qui les ont fait venir. C'est pas pareil. Que c'est de la faute des immigrés, parce que vous croyez pas qu'ils qu'ils préféreraient être bien payés, bien traités, comme avec les mêmes droits que les travailleurs français? Bien sûr que si. La réalité, c'est que ce sont les patrons qui en profitent de cette immigration. Et pour terminer, je termine juste, pour moi, l'immigration et les immigrés sont des travailleurs. Ce sont des bras qui portent la société. Et pour moi, ce ne sont pas les ouvriers qu'il y a de trop dans cette société. C'est justement les exploiteurs et c'est ces profiteurs. Et vous savez qu'il y a quand même un chiffre qui résume en gros quand même le système dans lequel nous sommes. 67 personnes qui possèdent ce que possède la moitié de l'humanité, les 3,5 milliards et demi. Sur l'ensemble de la planète. Voilà, et bien c'est ces gens-là qui sont de trop et qui effectivement. On écoute Aymeric Choprade et il nous dit et il nous confirmera, il en profitera pour confirmer oui ou non si vous demandez la sortie de l'euro. Allez-y. Alors le problème, c'est que vous faites des constats qui sont justes, mais des analyses qui sont fausses, parce qu'encore une fois, vous vous trompez en opposant systématiquement ce que vous appelez le patronat et les travailleurs. Et nous disons encore une fois que c'est l'échelon national, c'est l'État et l'entreprise privée. Non, on ne défend pas le patronat, on n'oppose pas les Français. Nous ne sommes pas dans l'opposition et dans le logiciel de la lutte des classes. Nous, notre programme économique, il est destiné à protéger l'ensemble des secteurs de l'économie. L'entreprise, les travailleurs, la fonction publique, car nous pensons qu'il faut restaurer l'État, un État stratège qui investit pour l'avenir. Nous ne sommes pas dans une lecture binaire, unicausale, univoque de l'histoire qui est la vôtre. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vous êtes, pardonnez-moi l'expression, mais elle n'est pas très jolie, mais l'idiot utile du capitalisme. C'est ça le problème de votre logiciel. C'est amusant parce que c'était une citation. C'était Lénine, je crois, non? La lutte de classe, c'est pas un logiciel. C'est du vécu par des millions de salariés. C'est du vécu. C'est du vécu parce que, eh bien voilà, on nous grappille des temps de pause, on nous reprend une partie de nos salaires. Ah non! Elle termine. Oui, laissez-la terminer. Là, je vais finir par m'énerver. Non, ne vous énervez pas. Vous terminez. Allez-y. Bon. Donc, la lutte de classe est du vécu par des millions de travailleurs. Des femmes de ménage jusqu'au cadre, à l'ingénieur qui est pressé comme un citron. La lutte de classe, c'est ça, c'est la réalité de tout un tas de gens. Et par ailleurs, je tiens à dire que c'est vous
qui fait effectivement la politique du patronat, parce que le patronat, il a une politique. Il a un objectif, c'est de diviser les travailleurs, de les opposer les uns aux autres. Alors c'est les travailleurs du privé contre les travailleurs du public, les femmes contre les hommes, ceux qui ont des diplômes, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont permis. Et le patronat, donc, il joue cette politique de division pour affaiblir le camp des travailleurs. Vous faites exactement la même chose, parce que justement, vous vous préparez à le servir comme les autres. Et si vous arriviez au pouvoir, vous feriez une politique qui ressemblerait comme de gouttes d'eau à celle de Hollande, celle de Sarkozy, mais avec des coups en plus contre les travailleurs. Bien sûr que non. Alors, pour répondre à votre question, nous voulons sortir de l'euro et nous sommes le seul parti, effectivement, à vouloir sortir de l'euro. Parce que l'euro est au cœur de ce système financier qui commande la Commission européenne et qui commande l'ensemble du processus communautaire. Sortir de l'euro de manière progressive, de manière concertée, de manière raisonnable, ça n'est pas du tout l'apocalypse que décrivent nos adversaires de l'UMPS. Il y a, vous savez, énormément d'économistes sérieux qui... Il y en a beaucoup qui disent que ce serait justement... Et de plus en plus. Et des confrères, vous avez de nombreux confrères qui aujourd'hui sortent des livres et expliquent que, y compris pour sauver l'Union européenne, il faut sortir de l'euro. Alors, on termine sur une question, c'est le fameux... Nous voulons augmenter les salaires. Voilà, une dernière question, une réponse, s'il vous plaît, une réponse brève, mais c'est l'actualité et ça fait beaucoup débat. Ce fameux décret Alstom, donc, l'État aurait à donner son autorisation pour les investissements étrangers, le rachat d'une entreprise française par des groupes étrangers. Est-ce que c'est du réarmement, est-ce que c'est une bonne mesure, du réarmement pour l'État, ou est-ce que c'est au contraire du protectionnisme dangereux? Nathalie Arthaud. Moi, je pense que c'est de l'agitation politicienne. Je pense que l'État, il a déjà un tas de leviers pour intervenir, et donc, y compris la nationalisation. Il n'a pas imaginé une seconde. Et vous savez, quand il avait compris les leviers pour peser sur Peugeot, parce qu'il cautionnait le prêt pour à peu près 7 milliards, est-ce qu'il a empêché les licenciements? Est-ce que sur Renault, regardez ce qui se passe. Renault est actionnaire de 15% de Renault. Il n'a pas un levier là? S'il a un levier. La réalité, donc il n'y a pas besoin de ce décret. Ça sert à rien. Je pense que c'est de l'agitation politicienne et que le sort des travailleurs, ils s'en moquent littéralement, que le sort des travailleurs d'Alstom, vous savez, Alstom, y compris depuis Sarkozy, Sarkozy a sauvé Alstom, soi-disant, mais les plans de suppression d'emplois n'ont pas arrêté de se succéder à Alstom. Et donc, que ce soit General Electric ou non, ça ne changerait pas grand-chose. Eh bien, juste, ça ne garantit, ni l'un ni l'autre ne garantit les emplois et les salaires, ça c'est certain. Aymeric Choprade. Écoutez... ils découvrent l'eau chaude après les défaites. Défaite après défaite, ils sortent des mesures qui sont inefficaces et nous perdons nos fleurons industriels. Donc vous n'y croyez pas non plus, ça sert à rien. Bien sûr que non. Par contre, l'État, pourtant, c'est une mesure, c'est l'État qui reprend ils arrivent a posteriori. Ils arrivent a posteriori et à chaque fois, c'est la même chose. Ils savent très bien, ça fait 20 ans que la France connaît une désindustrialisation grave, plus forte d'ailleurs que dans d'autres pays européens. Il y avait 3 millions d'emplois industriels encore il y a 5 ans, il y en a 2 800 000 aujourd'hui. Donc il y a une désindustrialisation considérable. Il faut faire un protectionnisme intelligent et ça, il faut remettre des frontières pour ça, pour protéger les secteurs économiques les plus fragiles. L'État doit jouer un rôle et je pense qu'une nationalisation temporaire peut permettre à l'État... Oui, vous avez certaines solutions où vous retrouvez. Oui, mais ce ne sont pas des solutions idéologiques, ce sont des solutions pragmatiques pour nous. Nous sommes pour l'économie libre, privée, mais l'État doit être en appui parfois pour réguler cette économie. Et on retient donc pour l'un comme pour l'autre, vous pensez que ce décret Alstom ne changera pas grand-chose, que c'est pas le fond du problème. Oui, mais lui, surtout avec le gouvernement et pas moi. Voilà. Bon, et là on a vu on a vu un panneau de tous les candidats, des listes en Île-de-France, donc pour les autres partis. Je crois qu'il y en a combien Il y en a pas loin d'une trentaine, je crois. 31. Il y a 31 listes. Voilà. Merci Nathalie Arthaud, merci Aymeric Choprade, et à bientôt. Nos éditorialistes dans un instant.